Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez voyager en Touraine, une région située au cœur de la France, entre le Poitou et les Charentes. Ici, la Loire s'écoule paisiblement et de nombreux châteaux parsèment le paysage. Sur les coteaux, des vignes et des vergers font de la Touraine un terroir de caractère. Votre périple débutera à Azel-Rideau, où vous visiterez l'un des plus petits, mais néanmoins des plus surprenants châteaux de la Loire. Non loin de là, dans les vergers de Rivarennes, vous goûterez à l'étonnante recette de la poire tapée. Le magnifique château Renaissance de François Ier nous révélera ses trésors cachés. Puis, nous découvrirons l'art de la cuisine médiévale. À Chinon, vous accéderez à la forteresse royale qui raconte 3000 ans de l'histoire de France, avant d'arpenter les ruelles de cette cité médiévale exceptionnellement bien conservée. Enfin, vous apprendrez à cuisiner les délicieux poissons de la Loire. Et ce sont des Tourangeaux passionnés. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Christelle. Qui seront vos ambassadeurs. Qu'il est beau. Waouh, elle est énorme! Ma première truffe. Et qui vous feront vivre intensément ce territoire singulier. Le voyage débute au château d'Azel-Rideau, l'un des plus charmants châteaux de la Loire. Comme beaucoup d'entre eux, il a été construit au XVIe siècle, sous le règne de François Ier. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance était pour Balzac un diamant taillé à facettes, serti dans l'Indre. Pour nous le faire découvrir, Christelle Jacquin, animatrice du patrimoine et passionnée d'histoire, retrouve son amie Christelle Laurent, la conservatrice du château. Bienvenue au château d'Azel-Rideau. Merci de m'accueillir. Tu me fais visiter? Ah oui, on y va. Je vais commencer, Christelle, par t'emmener voir la façade sud. Tu sais que c'est la façade qui est la plus connue dans le monde entier. Celle qu'on voit sur toutes les cartes postales, toutes les photos. Oui, qui est incontournable. Elle est toujours aussi belle cette façade, toujours aussi monumentale. Hein. Oui, en fait, je vais tenter un peu de t'expliquer pourquoi elle plaît autant. En fait, c'est assez simple. Tu remarques quoi quand tu la vois, cette façade? Elle est symétrique. Elle est symétrique. Et en fait, si cette façade, elle plaît à autant de gens, c'est parce qu'il y a un grand équilibre dans l'ordonnancement général. Les tourelles sont identiques, ce sont des tourelles jumelles. Tu as des lucarnes aussi qui se répondent les unes aux autres. Et puis tu as une verticalité, une horizontalité qui est parfaite. Dès que c'est symétrique, c'est forcément beau. Le château d'Azel-Rideau est connu dans le monde entier pour le reflet de sa façade dans la pièce d'eau, mais cette image n'a pas toujours été visible. Est-ce qu'il y a toujours eu de l'eau autour du château d'Azel-Rideau? Alors pas vraiment, parce que le château, il est vrai, il est construit sur une île, mais sur une île assez grande. Et le miroir que tu as sous les yeux, c'est une création des années 50 par un architecte en chef des monuments historiques. Si vous visitez le château, ne vous contentez pas d'admirer cette magnifique façade. C'est joli ici, sur les communs. N'hésitez pas à parcourir l'ensemble du parc. En fait, je t'emmène dans une zone qui n'est pas ouverte actuellement à la visite parce qu'on restaure le parc
Ça permet d'avoir un point de vue superbe sur le château et dans quelques mois, ce sera ouvert aux visiteurs. En passant sous la végétation, les deux amis découvrent une vue sur l'aile ouest du château qui révèle un tout autre visage du monument. Ah oui, hein, c'est sympa. Hein. C'est un point de vue qui est superbe parce qu'il y a des détails qu'on ne voit pas aussi bien. Les épis de fêtage qui sont Renaissance. Les cheminées, là, à côté de la tour. On ne la remarque pas du tout de l'autre côté, en fait. Vrai. Hein. Ouais, c'est un bel endroit. De ce côté-ci, on perçoit mieux l'aspect défensif du château, avec ses chemins de ronde, ses créneaux et ses mâchicoulis. Mais la véritable surprise d'Azel Rideau, c'est son escalier monumental situé en plein milieu de l'édifice. Sa forme est à l'époque une véritable innovation. Et surtout, l'escalier, c'est le premier escalier droit à rampe de France. D'accord. Avec des paliers, alors ça paraît encore une fois tout à fait normal, mais au début du XVIe, c'est pas du tout le type d'escalier qu'on a dans les châteaux. Des paliers où vous pourrez admirer la cour d'honneur et le parc. Tous les petits détails que tu as reçus. En montant, l'escalier nous réserve d'autres surprises. On a des plafonds à caissons avec des médaillons antiques. Sculptés dans le tuffeau, la pierre blanche du pays, les rois de France ayant vécu au château nous observent depuis le plafond. En passant par le salon d'apparat, nos ambassadrices regagnent la chambre de Madame Philippe Lesbailly, la maîtresse de maison qui a donné une touche très personnelle à la décoration du château. Il y a une odeur dans cette pièce qui est incroyable. Ce sont les nattes de jonc tressées sur les murs. C'est du végétal. C'est du végétal. Et c'est vrai que c'est une odeur de foin fraîchement coupé. Ouais. Et en fait, on a restitué ces joncs il y a maintenant 1 an et demi. Et l'odeur reste. Ouais. Ouais. C'est ça. Tiens, regarde, je te montre un petit peu comment c'est fait. Si tu veux, tu peux toucher. Et tu vois qu'il y a de l'air derrière. C'est souple. Oui, c'est souple. En fait, c'est une première dans un château français de restituer ce décor qui n'était plus du tout à la mode, tu sais, à la fin du XVIe siècle. Parce que là, il y avait des soies, des tentures sur les murs. La chambre de François Ier au Louvre, tu vois, elle avait des nattes de jonc tressées sur les murs. Ah oui. Et on considérait même que ces nattes de jonc avaient des vertus médicinales, qu'elles chassaient les pestes et les humeurs. La chambre vient d'être restaurée comme elle l'était au XVIe siècle. Tu vois, Christelle, les couleurs... Les couleurs sont superbes. Ouais. C'est des couleurs nouvelles. Non, c'est vous qui pas du l'avez- tout. Non. C'est vrai que ça fait très moderne, en Ouais. fait. Hein. Ça correspond complètement au goût d'époque. Alors qu'on a l'impression que c'est très moderne, que c'est très 21e siècle. Ce bleu, ce rouge, on a eu le souci du moindre détail. Christelle quitte les fastes du château d'Azel Rideau pour une destination moins luxueuse. Direction La Goupillière, une ancienne ferme troglodytique. Un site exceptionnel qui raconte un pan méconnu de la construction des châteaux de la Loire. Il y a 20 ans, cet endroit mystérieux était enfoui sous la végétation. C'est Louis-Marie, un enfant du pays, qui a découvert cet ensemble d'habitations. Bonjour Louis-Marie, Bonjour Christelle. tu vas bien? Très bien. Alors on est ici sur un super lieu troglodytique. On est dans le monde paysan. Ces paysans vivaient dans une maison comme ça, une fenêtre, une porte. Ils creusaient un puits, ils creusaient pour mettre des lapins. C'est eux qui ont extrait aussi la pierre. À chaque fois, ils étaient paysans. Ils allaient faire les labours, les récoltes des seigneurs. L'hiver, ils rentraient dans les carrières sortir la pierre. Et à chaque fois qu'ils creusaient, la pierre était utilisée pour construire les beaux châteaux de la Touraine. Plus de 200 châteaux dans le Val-de-Loire, c'est énorme. 700 églises, les maisons. La quantité de pierres qu'il a fallu sortir en Touraine, c'est énorme. Le travail de l'homme derrière ça, c'était les paysans. À côté des habitations, des carrières d'extraction permettaient aux paysans de fournir des pierres aux bâtisseurs des châteaux. Louis-Marie a retrouvé la technique et les outils utilisés à l'époque pour découper la falaise. Le paysan partait avec son pic. Il creusait une première rainure en biais. Elle était creusée à 40 cm de profondeur jusqu'en bas. Une au niveau du sol. Chaque bloc était entouré de rainures profondes. Une fois avoir creusé, il prenait des coins de bois
Et il mettait des coins de bois superposés dans la rainure creusée en biais. Mais il mettait une planchette de bois ici. Les coins de bois, les planchettes étaient superposés dans la rainure creusée en biais. Le paysan prenait son maillet. Et là, il tapait sur les coins de bois. La fissure était provoquée derrière. Et il écartait ce bloc qui chutait. Le bloc était posé au sol. Et là, il prenait une grande scie comme celle-ci. C'est une grande scie avec une poignée. Et c'est en tirant qu'on sciait. Et les pierres rectangulaires partaient pour tous les beaux châteaux. Admiratif du travail de ces paysans tailleurs de pierre, Louis-Marie fait revivre à la Goupillière le quotidien des hommes du Moyen-Âge, dont les habitations ont été utilisées jusqu'au XIXe siècle. Allez Christelle, on va rentrer dans cette maison. Donc là, on est vraiment dans le centre de vie de l'habitat du paysan. On peut dire le vrai, puisque la cheminée, c'était important. Il fallait bien se réchauffer, mais il fallait faire la cuisine. Alors le chaudron est là. Dans ce chaudron, on faisait la soupe. Mais après, on faisait bouillir le linge. Sans charpente et sans toiture, la maison était vraiment simple à construire. Et pour les meubles, il suffisait de creuser les parois. Donc là, on est toujours dans la même pièce, mais finalement, on est plutôt du côté chambre. Alors le lit du paysan, le voici, typique, réalisé par lui, avec des rondins de bois. 4 poteaux à la verticale, il mettait des rondins côte à côte, et sur les rondins, il posait une paillasse de paille importante, et c'était de la paille de seigle, parce qu'elle ne pique pas. Oui, c'était mieux. Alors pour se réchauffer, les dredons, il faisait de la farine, il gardait l'enveloppe du grain pour se réchauffer. Le lit des parents, un autre pour les enfants. On mettait un enfant dans ce sens-là, un autre, un berceau, un autre lit, et il y avait 7 à 8 personnes ici. 7 à 8 personnes dans le truc. Et voilà, on vivait dans une habitation troglodyte. Non loin des coteaux calcaires et des habitations troglodytiques, Christelle nous entraîne maintenant sur les chemins d'un autre savoir-faire ancestral. Pour cela, nous longeons le Cher, en direction de Rivarennes. Ici, sur les plateaux, on trouve de nombreux vergers. Là, je vous emmène voir Christine. Elle a un savoir-faire tout à fait particulier. Elle fait de la poire tapée de Rivarennes. Christine Hénin a remis au goût du jour un savoir-faire oublié qui permet, après la cueillette, de conserver les poires pendant des années. Bonjour Christine. Salut. Alors, donc tu viens m'aider pour la cueillette, là? Oui, oui, oui. Elles sont toutes dures, tes poires, là. Ouais, parce qu'elles sont encore vertes. On les cueille à peu près 110 jours après la floraison. Elles ont emmagasiné le soleil, par contre, la maturité ne s'est pas déclenchée. D'accord. Et alors, pourquoi vous les cueillez vertes? Eh bien, parce qu'autrement, on n'aurait pas le temps de les travailler. Elles seraient trop mûres. Ah, bah oui. Et si elle cueille les fruits avant qu'ils soient mûrs, c'est parce qu'elle a un moyen unique de les conserver. Après la récolte, Christine retrouve son atelier installé dans une habitation troglodytique. C'est là qu'elle passe le plus clair de son temps. Bon, bah là, on va allumer le feu. Enfin, le four, surtout. Elles sont un peu de technique pour faire un feu. Non, non, c'est pas une technique. À partir du moment où on a compris qu'il fallait centrer le feu, puis surtout le laisser bien tranquille, de façon à ce que tout prenne bien, voilà, c'est simple. Hein. Donc voilà, donc là, le feu, il est vraiment bien parti. Hein. Donc maintenant, bah, je vais rajouter un petit peu de bois. Le four étant chauffe, les deux copines vont continuer le travail, car avant d'enfourner les poires, il faut les éplucher. Et c'est du boulot. Alors, c'est quoi, Christine, cette machine? Et bien là, c'est une pareuse à pommes. Les pareuses à poires n'existent pas. Donc, c'est moi qui épluche le maximum. Et ensuite, tu prends un couteau, tu fais autour du pédoncule et autour de la queue. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu la ranges là. Avec cette technique et de bons assistants, Christine peut éplucher jusqu'à 500 kg par jour. Et voilà. Une fois le four bien chaud, Christine le nettoie entièrement. Elle chasse les braises et les cendres avant d'y placer les fruits. On va pouvoir enfourner? Oui. Une opération qu'elle renouvellera 5 à 6 fois durant 3 jours.
Au total, il faudra 120 heures de chaleur pour déshydrater complètement les poires. On va fermer la porte du four, on va laisser une aération pour que la vapeur s'en aille. Et là, il va rester à peu près encore 60 heures de déshydratation. Mais demain, on va ressortir, tourner les poires dans les clés et refaire des chauffes de plus en plus douces. Et voilà, c'est bon. Après la cuisson, les fruits sont secs, ultra secs. Il ne reste plus qu'à les taper. C'est le secret de leur conservation. Donc en fait, on va comprimer l'air. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le fruit ne risque plus du tout de s'altérer. Autrefois, les poires tapées étaient embarquées sur les navires. C'était le seul moyen pour les marins de manger des fruits pendant les longs mois de navigation. Là, c'est la dernière étape. Et en général, on est assez content de voir le résultat quand même. Parce que c'est quand même du boulot, hein. C'est quand même vachement de boulot. C'est bon, hein? Elles sont excellentes, elles sont moelleuses. Dans son atelier de Rivarennes, Christine propose des plats originaux qu'elle confectionne de façon artisanale. Ambroisine de canard, filet mignon ou lapin se conjuguent à la poire tapée. Merci de m'avoir accueillie. Oh, bah de rien. C'était vraiment C'était avec sympathique. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, toi aussi. À bientôt. Et puis je te dis à très bientôt. Ça Au marche. revoir Christine. Pas de soucis. C'est avec ces recettes originales que nous quittons Christelle et la région d'Azay-le-Rideau. Votre voyage en Touraine se poursuit à Amboise, ville royale, avec son imposant château qui domine la cité. Au XVe siècle, les rois de France quittent la cour de Paris pour se réfugier dans la vallée de la Loire, plus paisible. Ils y construisent alors des châteaux magnifiques, comme Amboise, bijou de l'architecture gothique. C'est Christiane Mazon, une pâtissière reconnue à Amboise, qui va nous servir de guide. Née au pied du château, Christiane est restée amoureuse de sa ville. Regardez, c'est pas magique ça? En contrebas, la ville médiévale est levée autour du monument. Tous les jours, je me dis, t'as de la veine. Ah, on s'en détache difficilement de cette vue. Hein, C'est Charles VIII qui va transformer cet ancien fort médiéval en résidence royale à la fin du XVe siècle. Au XVIe siècle, François Ier le façonne au goût de la Renaissance. Christiane retrouve son ami Marc Mettet, directeur adjoint du château, pour une visite privilégiée. Alors, je vais essayer de te faire une petite visite particulière, te faire découvrir les privilégiée coulisses que de la je maison. suis. Oh, c'est bien. En plein préparatif des 500 ans de la naissance de François Ier, Marc a réservé une surprise à Christiane. Alors, je voulais te montrer ce buste. C'est un buste de François Ier que nous allons restaurer dans les prochaines semaines. Notre restauratrice va se pencher sur ce petit buste pour le présenter au public en début d'année prochaine. Parfait, merci messieurs. Je suis très honorée et très émue aussi parce que c'est une grande première, je me sens privilégiée. François Ier a grandi au château avant de devenir roi de France en 1515 et son souvenir reste présent dans le cœur des Amboisiens. C'est bien pour le château d'Amboise de pouvoir l'exposer et on attend avec impatience la vie de la restauratrice. Mais moi, je le trouve très beau comme ça, je vois pas très bien ce qu'il y a à y faire. Alors, il y a quand même quelques manques. Hein. Je sais pas, tu vois là, le long, Ah oui, effectivement. les avant-bras. Il y a des petits manques qu'il va falloir combler. Bientôt, ce buste de plâtre sera exposé dans la salle du Conseil. Une salle symbole du pouvoir royal. C'est d'ici que François Ier dirigeait la France. Et son trône vient d'être restauré. Ah, tu es tombé en arrêt devant ce trône royal. Qui me fait rêver. Alors, viens m'aider dans mon rêve parce que moi, j'imagine que c'est une belle restitution, mais est-ce qu'il est... Dis-moi qu'il est d'époque. La chaire d'apparat est de la fin du XVe siècle. Elle était restaurée dans la partie supérieure. Hein, et on a surtout refait toute la tapisserie ornée Riche de tapisserie. ces fleurs de lys pour montrer le caractère royal de cette pièce et de ce trône. Et montrer aussi qu'il s'agissait à cet endroit-là du cœur du pouvoir royal.
Sous François Ier, Amboise rayonne sur toute la France. Le roi organise des fêtes somptueuses et Christiane s'imagine en courtisane. Moi, je ferme les yeux, j'entends les musiciens et je vois les danseurs. J'entends les musiques, le bruit des repas, des danseurs, le froissement des soies. J'entends mille choses et ça me fait vraiment rêver. Et je ne suis pas la seule. Mais le plus surprenant au château d'Amboise, ce sont ces 2 tours imposantes, des tours cavalières uniques en France. Celles-ci ne servaient pas uniquement à défendre le château. Wow. Marc et Christiane regagnent le sommet de la tour des Minimes. Les tours cavalières permettaient d'une part de voir ce qui se passait sur la Loire, mais d'autre part constituent une entrée solennelle du roi. Tous les invités de Marc ont emprunté ces tours cavalières. Ce sont des rampes hélicoïdales à l'intérieur qui permettaient aux cavaliers et aux chariots d'accéder directement depuis le centre-ville jusqu'aux terrasses du jardin. Véritable innovation pour l'époque, ces tours cavalières préfigurent nos parkings modernes. Les invités n'avaient pas d'escalier à franchir pour accéder au château. C'est en carrosse qu'ils se faisaient déposer dans le parc pour assister aux fêtes données par le roi. Marc et Christiane descendent dans les entrailles de la tour. Depuis cet endroit inaccessible au public, on découvre l'architecture raffinée de l'édifice. Oh là là, fabuleux. Alors, comme une cathédrale, eh bien, on découvre cet édifice et on domine ainsi, quand nous nous trouvons sur le toit d'une 30aine de mètres, l'édifice. C'est assez majestueux. Je suis venue petite, bon, j'étais très impressionnée, et puis j'avais un peu oublié cette hauteur avec toutes ces ouvertures. C'est fabuleux et je suis vraiment émerveillée. Je n'avais pas oublié, mais la tour ressurgit, c'est vraiment chouette de pouvoir venir là. Et merci Marc. La visite se poursuit juste à côté du château d'Amboise. Christiane nous emmène au Clos Lucet. Dans le parc de ce château, où vécut Léonard de Vinci, on trouve une étonnante auberge où l'on préserve le patrimoine culinaire. Aujourd'hui, je suis chez Sieur Sauzin. Bienvenue, Christiane. Le chef, François Sauzin, est un cuisinier historien. Ces beaux produits, qu'est-ce que tu nous fais? Aujourd'hui, on va préparer le hoche-pot. En suivant ces recettes, on apprend que la cuisine d'aujourd'hui doit beaucoup à celle de la Renaissance. En période de la Renaissance, on va d'abord priser manger des légumes plutôt que de la viande. À cette époque, les légumes longtemps négligés par les nobles reviennent à la mode. Ils étaient auparavant considérés comme des aliments réservés aux pauvres. Vois ces petits navets comme ils sont jolis. Là, cette carotte bien orange. En période de la Renaissance, elle est plutôt blanche. On le nomme le panais. Le panais, c'est ce que j'allais te C'est au demander. moins aussi sucré, peut-être un tout petit peu plus prononcé. Mais ça revient très à la mode maintenant. puisque Absolument, on en purée trouve de plus en panais. plus. Les vrais. Jon, la cave, Pour notre ambassadrice, la Touraine offre aux fins gourmets l'embarras du choix. Notre région, la Touraine, c'est le jardin de la France. Absolument. Et on y trouve tous les légumes. C'est même un peu cornélien quand on doit dire quelles sont les spécialités, madame, de la Touraine. Il y a tant de choses. Hein. On n'a pas un produit vraiment phare, parce qu'il y en a tant et tant de beaux produits qu'on a du mal à choisir. Alors Stéphane, quelle viande tu vas utiliser? Eh bien là, on va commencer par le bœuf. À la Renaissance, le bœuf devient très prisé. Mais il le mange de façon excessive, je crois, le bœuf. François Ier, il a une véritable attirance pour cette viande bien rouge, vin cuit autour ou rôti, mais à l'intérieur bien Très saignant. rouge. Absolument, absolument. Ici, là, le veau. Le veau et le porc complètent la recette. On a cuisiné comme ça dans le chaudron jusqu'à quelle époque, tu crois? Ah, jusqu'au 19e. Ça revient doucement, du reste, on s'aperçoit que, tu sais, cette cuisson-là au chaudron, le fumé, mais la fumée aussi apporte évidemment quelque chose de différent à la préparation. À cette époque, d'autres ingrédients viennent modifier l'art de cuisiner. C'est le safran? Le safran, absolument. Les épices que les navigateurs rapportent de leurs expéditions. Clou de girofle, poivre du Sichuan, cardamome, tout est une question de dosage. Le cuisinier est un peu magicien ou alchimiste, évidemment. Alchimiste, c'est sûr.
Parce que là, j'ai compté 11 épices. Absolument. Mais est-ce que nos palais, maintenant, sont prêts à affronter toutes les épices comme ça mélangées? Oui, encore une fois, si on les dispose de façon raisonnée, absolument. Absolument. Avec le cuisinier historien, Christiane découvre qu'à la Renaissance, le repas devient un atout politique. On va rester banquet pour mettre en valeur le fait qu'on a les moyens d'accueillir justement ceux qui vont entourer cette table, les flatter à travers toutes les épices. C'est vraiment pour flatter ses hôtes. On va inviter justement son partenaire, parfois pour la bataille ou les plaisirs, autour de la table. Évidemment, cette table ou ces banquets sont d'abord événements politiques comme aujourd'hui, du reste, on le sait. Voilà, je pense que nous allons nous régaler. Les deux convives vont maintenant déguster le hoche-pot, un plat qui doit normalement mitonner 8 heures. Vraiment, je me régale. Merci, Stéphane. Merci. Visiblement, Christiane apprécie son voyage dans le temps. Le lendemain matin, la brume enveloppe la Touraine. À Chaumont-sur-Loire, Christiane, qui a le pied marin, embarque pour une navigation sur la Loire, véritable trésor naturel de la région. Ah, Jean, quel plaisir! Et c'est avec Jean Lay, un ancien Parisien tombé amoureux du fleuve, qu'elle va larguer les amarres. Regarde le château. Regarde le château. Oui, j'ai vu. C'est magnifique. C'est sympa. La Loire est à nous. Assieds-toi, j'arrive. On y va. Mais là, j'ai pas de vertige, ça va, je peux rester debout. Devenu guide, il propose aux visiteurs des navigations à bord d'une toue, un bateau traditionnel à fond plat. Quel spectacle! Il n'y a vraiment pas besoin d'aller loin pour nous, pour le bonheur. Il est là tout proche. Et là, un coup de vent et Tout est balayé. ouais, presque. Là, le soleil va se lever, ça va être Ouais. magnifique. En dérivant au gré du courant, Jean vous fait partager l'intimité de la Loire, ce fleuve majestueux qui a su séduire les rois de France. Les châteaux ne seraient pas là si la Loire n'était pas là. Je pense que les rois construisaient en fonction de ce grand fleuve et ils sont tous les grands châteaux majeurs sont vraiment au bord de la Loire. Ils n'avaient pas choisi comme ça bêtement cette portion-là qui maintenant est classée patrimoine mondial et là on comprend pourquoi. Ouais. Christiane découvre avec Jean les nombreux oiseaux qui peuplent le fleuve. Tiens, regarde là-bas. Regarde là-bas, il y a un truc là. Regarde, il y a un héron Ah oui, tiens. Ah oui, là-bas, je le vois. derrière. T'en as 3 là. Oui, c'est des nids C'est de... les nids de héron, tout ça. Ah, les nids de héron, ça En fait, on en voit au moins 5-6. Les autres, c'est encore caché par les feuilles. La grande aigrette est comme le héron. Elle Ouais, pêche à toute l'affût, elle est seule. Au total, on peut observer ici plus de 220 espèces d'oiseaux. Depuis qu'il parcourt la Loire, Jean a appris à connaître les habitudes de tous ses habitants. Tu regardes à droite et tu vas voir des stries sur le sable. En fait, c'est les branchages que le castor a tirés dans l'eau. pour manger. Pour manger. Une espèce qui avait totalement disparu et qui a été réintroduite avec succès il y a 20 ans. C'est un animal qui est végétarien, qui se nourrit exclusivement de feuilles et d'écorces. Il va aller couper des branchages et les emmener dans l'eau pour pouvoir grignoter dans l'eau. Et puis après, bah voilà, il reste des petites il traces reste dedans. rien, hein. Ah Tu vois, oui, les petites... Alors, il a des petites pattes et tu vois disparaître tout le feuillage à une vitesse phénoménale. Tu vois l'arbre qui est couché là? Là, il y a le gîte là-bas. On va aller le voir. Juste à côté, il s'approche de la hutte du castor, une construction ingénieuse qui se prolonge sous la terre pour dormir au sec. Et c'est des Plusieurs grandes générations. galeries, parce que tu me dis Non, que c'est une bâche énorme. c'est juste un trou sous l'eau. Oui. Et tu as une galerie qui monte et ça fait un terrier en hauteur. Un grand terrier. Un habitat que le castor se transmet de génération en génération. Christiane et Jean poursuivent leur découverte du plus grand fleuve de France, le seul à n'avoir jamais été aménagé, contrairement à la Seine, le Rhin ou le Rhône, ce qui lui a permis de conserver un caractère sauvage. Pour finir sa navigation, Jean entraîne Christiane dans une partie plus mouvementée. On va dans la branche, là. Non. L'occasion pour elle de constater que la Loire n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà, c'est reparti. Ouf!
Dans l'après-midi, Christiane remonte le cours d'eau en direction de Muy. Elle souhaite nous faire partager une autre aventure sur le fleuve. Michel, oui, au secours. Elle retrouve Michel et Gabi qui pratiquent une pêche traditionnelle typique de la Loire. Wow, génial. Et cette pêche-là, on y participe depuis combien de temps? Mon grand-père, mon père, mes oncles, ils ont toujours pêché sur la Loire. Et moi, à partir de 16 ans, j'avais commencé à avoir un permis. Michel est passionné par les poissons d'eau douce. Et bien là, tu vois l'île en face, là, Christiane? Oui. Les engins sont tendus autour. Il pratique la pêche aux engins, une technique mystérieuse pour Christiane qui ne connaît que la pêche à la ligne. Quand j'étais petite, je racontais à Michel emmenant qu'un grand-père m'emmenait quand j'avais 5-6 ans. Il avait son Solex, la petite carriole derrière, la môme au milieu des cannes à pêche. Et hop, on allait au bord de la Loire et on pêchait toute la journée. J'adorais ça. Oh, qu'est-ce que c'est ça? De la nasse, on va aller voir Ah dedans oui, je la s'il y a vois. quelque... Michel et Christiane relèvent le premier engin. Là, il y a de la salade. Aux extrémités, des ouvertures. Mais une fois à l'intérieur, le poisson ne peut pas ressortir. Bah, Là, des- c'est de belles cartes. Non, c'est des carassins. Ce n'est pas des carpes, Ah Christiane. bah, je croyais que c'était des Bah non, non, non. Depuis toujours, Michel pratique cette pêche ancestrale. Bon, elle bouge plus, la mienne. Eh ben, on va leur Non. faire du bouche à bouche. Oui, voilà, c'est ça, pas moi. Hein. C'est un plaisir d'être au bord de la Loire et puis c'est un plaisir d'avoir des engins, qu'on garde un patrimoine qui date de nos anciens quand même. Parce que nos anciens, ils ont toujours pêché. J'espère que ça continuera pour nos petits-enfants plus tard. Michel met le cap vers la deuxième nasse, en espérant une meilleure prise. Christiane aimerait bien ne pas rentrer bredouille. Moi, je me pique au jeu, là. Elle est là, je la vois. Ouais, ouais. Je Bon, vois rien Christiane, qui c'est la bouge. dernière. Hein. Ah, Donc alors. c'est là que c'est un coup de maître ou rien du tout. Hein. Bon. Tiens! Oh! Ah! Ben Qu'il non, est là. beau! Trop fort, Michel. Il sort un silure de plus d'1 mètre. Une prouesse, car il faut savoir que dans la nasse, il n'y a pas d'appât pour attirer le poisson. C'est un poisson, ça vit sous les herbes. La journée, c'est sous les racines ou dans les herbes. Ça n'aime pas le soleil. Donc c'est un poisson de fond. Viens, bébé, Au viens. revoir, Christiane. Ah! C'est un bébé, ça. Oui, pour nous, c'est un petit... Il a quel âge mais c'est les meilleurs. Hein. 3-4 ans. 3-4 ans. Oui. Je te le repose. Non, Alors, non, tu vois, non, ça fait un non, peu non, comme mais il va me l'anguille. foutre dans l'eau, oui, oui. Il va me Tu vois, coller ça- dans l'eau. Non, mais Non, prends comme ça. Non, franchement, non. Ça, Regarde. c'est le pêcheur, ça. Regarde. Ce silure sera parfait cuisiné en rillettes, accompagné d'un vin léger de Touraine. Moi, je pourrais avoir un bateau, là, en bas de chez moi. Nous laissons Christiane à sa partie de pêche pour la dernière étape de ce périple tourangeau. Au sud de la Touraine, Chinon s'étend le long de la Vienne. Classée ville d'art et d'histoire, elle mérite votre passage. Ici s'entremêlent des ruelles étroites, laissant apparaître une architecture médiévale à pans de bois et des maisons construites en tuffeau, la pierre calcaire de la région. Et c'est Aurore, guide à l'Office du tourisme de Chinon, qui sera votre ambassadrice. Pour commencer, elle se dirige vers le monument incontournable de Chinon, la forteresse royale. Elle compte bien approfondir ses connaissances sur l'édifice avec Benjamin, guide à la forteresse. Bonjour Benjamin, Bonjour Aurore. merci de m'accueillir dans ce lieu emblématique de Chinon. Alors c'est vrai que là on est largement au-dessus de la ville, au-dessus de la Vienne, on domine vraiment toute la vallée, on est visible depuis très loin, notamment avec cette tour, peut-être la plus symbolique de la forteresse, la tour de l'horloge, avec cette cloche qui lui donne son nom, la fameuse Marie Javel qui rythme un peu la vie des Chinonnais tous les jours, puisqu'on l'entend sonner depuis qu'elle a été installée là en 1399. Depuis plus de 700 ans, la cloche Marie-Javel rythme la vie des Chinonnais. En visitant la forteresse, vous réviserez votre histoire de France. Imaginez, le site est occupé depuis 3000 ans. Xavier entraîne Aurore vers le logis royal. C'est ici qu'au XVe siècle se déroula un fait marquant de l'histoire de France.
Ici, les logis royaux de la forteresse de Chinon, c'est vraiment un lieu emblématique dans l'histoire de France et dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Très important, parce qu'en fait c'est vraiment ici, dans ce château, dans cette salle, que Jeanne d'Arc va pour la première fois rencontrer le futur Charles VII, le roi de France, qui va en fait lui accorder son soutien, lui confier une armée avec laquelle Jeanne d'Arc va notamment aller remporter la grande victoire d'Orléans en libérant la ville. Et c'est à partir effectivement de cet épisode de Chinon que Jeanne d'Arc s'inscrit dans la guerre de 100 ans et qu'elle va commencer en fait le parcours qu'on les connaît aujourd'hui, qu'on résume des fois en disant « bouter les Anglais hors de France ». C'est ici que tout va commencer. La visite se poursuit en remontant le temps, vers le donjon du Coudray. Bien avant la guerre de 100 ans, le roi de France Philippe Auguste se battait déjà contre les Anglais qui occupaient la forteresse. En 1205, il déloge les Grands-Bretons et construit ce donjon imprenable pour affirmer sa puissance. La vue est magnifique de Chinon d'ici. Oui, là on a une super vue sur toute la campagne et qui montre bien aussi ce côté éperon qu'on a à la forteresse, cette position stratégique finalement, cette géographie qui fait que ce site a été utilisé durant toute l'histoire. Je te remercie Benjamin pour cette belle visite. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. En contrebas de la forteresse, le magnifique quartier médiéval de Chinon dévoile ses charmes. C'est avec Sylvie, guide du patrimoine, qu'Aurore va arpenter ces ruelles pavées. Donc là, Sylvie, on est ici au Grand Carrois, c'est ça? Oui, alors, Grand Carrois veut dire carrefour en fait. Et effectivement, c'est là qu'on a la plus grande concentration de maisons à pans de bois. Et les maisons à pans de bois, ce sont les maisons des commerçants et des artisans. Ici, la plus belle, la plus haute et la plus vieille, alors la plupart datent du XVe siècle, celle-ci date du XIVe siècle. On l'appelle la Maison Rouge. Elle est vraiment spéciale cette maison parce que c'est la plus ancienne, parce que c'est la plus haute, et également un petit peu par son style. Parce que normalement on parle d'une certaine verticalité, or ici tu vois des rangées de croix de Saint-André, ça fait une certaine horizontalité. C'est pour ça qu'elle est spéciale, point de vue architectural. Alors on s'imagine ici le rez-de-chaussée est consacré à l'échoppe. Et on va vivre ici dans les étages supérieurs, premier et deuxième étage. Les commerçants qui vivaient à l'étage, c'est ça? Voilà, tout à fait. On travaille au rez-de-chaussée et on vit à l'étage. Et une question qui m'intrigue, c'est la différence de style entre cette maison rouge et la maison bleue à côté. Eh bien en fait on va utiliser deux matériaux différents. Ici la brique. Elle est facile à faire, elle n'est pas chère, elle est très pratique. Ici, on va utiliser l'ardoise. Donc l'ardoise, c'est un autre matériau traditionnel de la région qui va coûter quand même plus cher, qui va venir de la région d'Angers. Et en fait, comme on sait que la façade, c'est aussi un signe extérieur de richesse, on peut affirmer que le commerçant qui avait la maison bleue avait un peu plus de moyens que le commerçant qui détenait la maison rouge. Juste en face de la Maison Rouge, une maison d'angle, rare pour l'époque. Et sur sa façade, un détail surprenant. Alors, quel animal vois-tu? C'est vrai que je ne l'avais jamais remarqué, cette sculpture. Pour moi, c'est un loup assez dangereux, avec des grosses dents. Oui, tu as raison, c'est un loup. Alors, il représente finalement la bouche de l'enfer. Et cette bouche de l'enfer, il va falloir la boucher. Donc on va la boucher avec la poutre que tu vois ici. En fait, c'est une façon de se protéger. D'accord. Au Moyen-Âge, Chinon est une place commerciale très importante. Cela explique la présence de ces maisons superbement mises en valeur, mais des pièges attendent parfois le visiteur. Là, on arrive au 19 rue Voltaire, où je crois qu'il y a une petite anecdote sur cette maison. Oui, en fait, ce que tu vois ici, c'est un décor de cinéma. Ah oui? D'accord. Tu peux appuyer, voilà. Et en fait, on a tourné un film ici en 2010, La princesse de Montpensier, et on a laissé les décors. D'accord. Et tu vois, en fait, on peut croire que ce sont des originaux. Et c'est ce qu'il faut s'imaginer aux temps médiévaux. C'est-à-dire qu'ici, on a une échoppe et on ouvre les volets et on vend son pain, ses légumes, son poisson, etc., etc. Si une partie de la façade a été reconstituée, tout le reste de la maison date bien du XVe siècle. Alors, qu'en penses-tu ? Alors là, c'est un lieu que je connaissais vraiment pas sur Chinon et c'est vraiment spectaculaire. Alors, mais qu'est-ce que c'était en fait ici? Alors n'oublie pas que nous sommes chez le commerçant. Il avait pignon sur rue, donc il vendait ses marchandises. On a vu les shops tout à l'heure. Mais ici, c'est son lieu de vie. D'accord. Et on a vraiment un très bel escalier. Il est magnifique. Tout à fait une vis, comme tu peux le voir. Aussi très intéressant, c'est ce poteau, qui a été fait d'un seul tenant. Ah oui, d'accord. Donc imagine la taille de l'arbre.
Un arbre d'une vingtaine de mètres, on dirait? Oui, je pense. Une bonne vingtaine de mètres, tout à fait. D'accord. Non loin de cette superbe maison, ne manquez pas de visiter le quartier des Chanoines et de la collégiale Saint-Mexme. Ici, plus de briques ni de pans de bois. Les hommes d'église utilisaient les matériaux les plus nobles, comme le tuffeau, la pierre blanche du pays. Mise en appétit par ses déambulations, Aurore va retrouver un chef cuisinier réputé qui ne travaille que des produits de la Touraine. Bonjour Christophe. La spécialité du chef Christophe Duguin, ce sont les poissons de la Loire. Et il a l'embarras du choix. Alors là, on a un brochet, un très beau barbeau. Ici, on a un dernier mulet de la saison. Et là, c'est une petite perche. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce matin? Eh ben, on va prendre ce dernier mulet et donc on va le faire poêler avec un beurre blanc au safran, le safran de Touraine, donc notre leurre rouge de Touraine. On a l'or noir aussi pour la truffe et on a l'or rouge, le safran de Touraine. Tout commence par la préparation du beurre blanc, une spécialité inventée au XIXe siècle sur les bords de la Loire. Vin blanc, vinaigre de vin et du safran cultivé en Touraine. Donc on met tout ça. Voilà. Le safran très parfumé va infuser sa préparation. Aurore s'occupe des échalotes. Impeccable, parfait. Donc je vais mettre ça à réduire et puis je vais lancer le découpage du poisson pour le marquer. Je remonte la chair tout en longeant l'arête centrale. Pourquoi toi tu as choisi de cuisiner les poissons d'eau douce et pourquoi tu aimes ce produit? Pour pouvoir me démarquer aussi, d'avoir des espèces différentes qu'on n'a pas l'habitude de manger ailleurs. C'est ce goût du fleuve dans l'assiette, je dirais. Il faut maintenant marquer les filets pour faire légèrement griller la peau. Ouais, je le retourne là. Là c'est bon là? Déjà, voilà, il est bien doré. Juste, là il est beau là. Ouais, il est bien marqué. Une belle couleur. Donc là, on a fini de marquer les poissons, on les met au four, c'est ça? Voilà, donc on le met au four 2 petites minutes, le temps que de finir la cuisson à l'intérieur. Voilà. Christian et Aurore terminent le beurre blanc au safran. Est-ce qu'on goûte ça? Eh bien, bien sûr, toujours avant de servir. Et là, on a bien le goût du safran, de l'échalote et du vin. Et pour accompagner le poisson, le chef a choisi des légumes très terroirs. Pour l'accompagnement, donc on a fait une purée de panais topinambour. D'accord, qui sont des légumes typiques de la Touraine. Des légumes typiques de la Touraine et puis ce qu'on appelle les légumes oubliés, alors que c'est des très bons légumes qui ont vraiment un goût authentique. En une demi-heure, ils ont mitonné un filet de mulet de Loire, accompagné d'un beurre blanc au safran de Touraine. Il ne reste plus qu'à le déguster. Alors là, on a un concentré de Touraine dans l'assiette. Voilà, avec des choses toutes simples. Un poisson, une échalote, un peu de safran, un légume, et voilà. Merci Christophe. Je t'en prie. De m'avoir accueilli dans ta belle cuisine et bon courage pour ton service. Prochaine étape, prochain cours. Ok, pas de souci. Hein? Merci. Je t'en prie, bonne journée. À bientôt Christophe. Au revoir. Au revoir. Après les poissons de la Loire, Aurore a encore de l'appétit pour goûter une autre spécialité régionale. À Beux, non loin de Chinon, elle retrouve Christian Brossier, un ancien restaurateur qui se passionne pour le diamant noir de la Touraine. Bonjour Christian. Ah, bonjour Aurore. Alors, merci de m'accueillir dans ta belle truffière. On ne sait pas, mais en fait, la Touraine, c'est vraiment le berceau de la culture de la truffe. Oui, parce que la truffe se trouvait sauvage. À l'époque des Romains, on trouvait de la truffe sauvage. Dans le Périgord, on en trouvait de la sauvage aussi. Mais c'est ici qu'il y a eu la première idée de planter les chênes truffiers en ligne et de récolter des truffes. C'est même en face de chez Christian que la première truffière a été plantée au XVIIIe siècle. Alors, à l'âge de la retraite, il a planté 1 hectare de chênes truffiers dans sa propriété pour perpétuer ce patrimoine régional. Viens, viens. Ok, je te suis. De novembre à mars, c'est la période de la récolte. Ce matin, Christian a convoqué Dany et sa chienne Belle pour chercher les truffes.
Bonjour Dany. Je te présente Aurore. Enchanté Aurore, Dany. Voilà. Bonjour Christian, tu vas Père bien? Dany, ça va, très bien, merci. C'est Belle qui va diriger les opérations. Allez ma belle. Allez, on est parti. Tiens, regarde. Allez, le pied ma belle. Fais-les voir tes truffes là. Allez, on les fait voir les truffes. Alors On les comment fait ça voir. se passe justement? Le chien flaire la truffe? Oui, tiens, regarde. Allez ma belle. Elle a Allez, ma trouvé belle. quelque chose? Allez ma belle. Oui, non, mais... Allez ma belle, elle cherche, elle le cherche. Très vite, Belle marque, c'est-à-dire qu'elle a senti une truffe. Tu crois, Dany, qu'il y a quelque chose là? Ben écoute, tu vois, elle a marqué alors. Tiens, bon. regarde, elle est Ah là. oui. Elle est en surface. Elle a Juste en trouvé. surface, là. Elle a trouvé quelque chose. Voilà. Elle est là la truffe. Tu vois, elle a donné tout, il faut l'arrêter tout de suite parce que sinon, avec sa patte, elle peut l'abîmer. Ah, belle. Oui. Elle a un très bon parfum. Malgré la terre qui la recouvre, on sent bien l'odeur délicate du champignon. Regarde là, tu vois, ce véné blanc là, noir Oui. véné blanc. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est beau, ça. C'est comme une chasse au trésor. Hein. Oui, exactement, parce que quand la chienne elle marque une truffe, on sait qu'il y en a une, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme grosseur. On croit que c'est une belle, toujours, on espère. Puis quelquefois, c'est une toute petite. Mais alors, quand on sort des pièces comme ça, avec cette qualité-là, ben, mon Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur. Puis quand on va la manger, alors là, je te dis pas. Ça, ça j'ai hâte de goûter, ouais. La truffe, un mets de luxe qui vaut entre 800 et 1200 € le kilo. Et voilà, dans le panier, et on continue. Super. C'est parti, on continue. La chasse au trésor se poursuit, avec Belle qui peut sentir les truffes à 12 mètres. Allez ma belle, c'est bien. Sans elle, la récolte serait impossible. Le pied. Allez, Mais le maître doit lui aussi avoir du nez. voilà. Le maître, il la sent, il sent quand il y a quelque chose, tu vois. Tiens, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, elle est marquée celle-ci. Hein. Aurore se prend au jeu. Et cette fois, c'est elle qui va sortir la truffe. Waouh, elle est énorme. Elle est énorme. Ah, dis donc, c'est Oh là là. formidable. Hein. Pour une première, c'est une jolie prise. Je suis bien contente. Ma première truffe. Allez, À tout à Merci, l'heure. à tout à l'heure, À Dany. tout à l'heure. Aurore et Christian retournent à la propriété, car après la récolte, le travail n'est pas terminé. Il faut encore nettoyer les truffes. On l'humidifie un peu, et puis avec une brosse à dents, on la brosse. Ouais, tout de suite. on va voir. Délicatement. Oui. Ah, t'en prends vraiment soin de ta truffe là. C'est vraiment Mais c'est de méticuleux. l'amour, c'est de l'amour. Je vais te L'amour dire une de la chose. truffe. Ah oui, mais c'est une passion, c'est de l'amour. Je vais dire T'aimes un truc. autant la truffe que ta femme. Ah non Aurore, quand même. Tiens, bah voilà Anna qui nous apporte un petit peu de beurre truffé, là, tiens. Oh, dis donc. Aurore, tu vas pouvoir goûter. Après Regarde. l'effort, le réconfort. Des toasts au beurre truffé, recouverts d'une fine lamelle de truffe. Dis donc, Aurore, faudrait que tu te laves les mains. Oui, C'est tellement bon ah oui. que j'ai pas pu résister. C'est magnifique, hein. On l'a mérité. Hein. On l'a mérité. Voilà. Aurore quitte ses amis trufficulteurs, car elle est attendue à Lernay pour jouer à un jeu mystérieux, la boule de fort. Et c'est Jonathan qui va l'initier à ce sport traditionnel de la Touraine. Bah dis donc, il y a du monde ce soir. Hein. Eh oui. Dans la région, plus de 50 000 amateurs lancent la boule de fort, un patrimoine régional dont l'origine remonte au XVIIe siècle. Et le premier accessoire indispensable, ce sont les chaussons. Aurore est équipée, elle peut débuter sa première partie. Alors, voici le jeu de piste. Ok. Je te présente Jackie, Bonjour Jackie. avec qui on va jouer, et nos concurrents, Laurence et Eugénie. L'équipe féminine. Exactement. Bonjour. Alors le but, c'est de rapprocher ta boule le plus proche possible du petit. Ok. Bah, je vais essayer. Je m'accroupis comme ça. Tu la fais rouler, vas-y. Ah. Donc là c'est le début, c'est normal, ça va à la planche, tu vois. Là. C'était bien là pour un premier. Pour un tir premier jet, 9 fois sur 10, ça se passe comme ça. Bon, bah, c'est déjà Bon, bien. Jackie, tu veux essayer pour faire voir à Aurore? Voilà, pour que tu puisses avoir une idée du geste et de la force avec laquelle tu fais rouler ta boule. Le jeu n'a rien d'évident. Il se joue avec une boule qui est plus lourde d'un côté que de l'autre et sur une piste incurvée. Selon la légende, les marins de la Loire, inventeurs du jeu, jouaient dans la coque de leur bateau, ce qui expliquerait la forme du terrain. C'est pas un jeu violent, hein, la boule de fort. Je vois ça, c'est assez lent. C'est plutôt un jeu de concentration, c'est un jeu de Exactement, d'adresse, d'adresse. concentration.
Voilà, stratégie aussi, parce que malgré tout, il faut être le plus proche possible. Ouais. Comme je viens de prendre le point, c'est maintenant aux adversaires de jouer. Ok. C'est maintenant à Eugénie, l'épouse de Jackie et adversaire pour la partie, de lancer la boule sur la piste, qui mesure quand même 20 mètres de long. Et sur ce coup-là, elle fait mieux que son mari. Bien joué, Eugénie, t'as dépassé Maître Jackie dans son art. Absolument, oui. Oui, mais bon, Jonathan va rectifier tout ça. Ah, Jonathan est encore plus fort? Oui. Ok. C'est-à-dire que je vais faire un peu de place, on va dire ça comme ça. Ok. Moi, je te Là, regarde. ça me dérange, la boule. Pour l'initiation d'Aurore, on joue à la bonne franquette. Mais la boule de fort, c'est du sérieux. Il y a même des championnats de France. Jonathan, champion régional, compte bien reprendre le point. Mais pourquoi t'as tiré la boule de Je sais Jackie? pas, je suis trop monté et en fait, ma boule est descendue trop tôt. Ah bah alors là, c'est pas de chance. Au total, la partie aura duré plus de 2 heures, avant l'ultime point marqué par ces dames. Aurore et ses coéquipiers n'auront rien pu faire. On est 2. Vous avez joué 3 contre nous. Eh ben voilà. Bravo. Fanny que vous avez pris. Et dire qu'il y a moins de 100 ans, le jeu était interdit aux femmes. Pas trop déçu d'avoir perdu contre 2 femmes quand même? Ah, un petit peu, toujours déçu, mais bon. C'est comme ça, c'est la loi du sport. Les femmes rattrapent les hommes, dis donc, dans Oui, tous oui. les sports. Hein. C'est possible. Et c'est avec ces sourires que se termine votre voyage en Touraine. Un territoire au fil de l'eau où il fait bon vivre. Une région qui vous séduira par la variété de ses paysages et de son patrimoine. À vous maintenant d'inventer votre aventure tourangelle.